Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc n'oublie pas de t'abonner sur Facebook, YouTube, TikTok pour ne pas manquer ni les histoires ni les directs. Voilà, ici on poste uniquement les histoires mystiques. Donc si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser, toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc maintenant on va passer à la première histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à la communauté DMG. Donc je viens là pour raconter ma petite histoire. Bon voilà, j'ai été adoptée dans une grande famille de mon pays. Et alors, je vivais dans... Je sais pas comment je vais un peu expliquer ça. Du moins, cette famille, c'est une grande famille vraiment reconnue ici au pays. Et voilà que cette grande personnalité-là, il avait une maison qui était un peu reculée. Donc, c'était pas... Donc, du moins, s'il avait deux maisons. Il avait une maison que tout le monde connaissait, où tout le monde allait, et tout, et tout. Maintenant, il avait une autre maison qui était un peu plus reculée, où il tenait ses réunions secrètes avec le président de la République, ce genre de choses, quoi. Alors, quand ce monsieur est décédé, c'est maintenant donc un de ses enfants qui habitait dans ces lieux-là. Entre-temps, maintenant, donc, cette maman aussi, dans son enfant, là aussi, elle est aussi très connue ici au pays et tout. Donc, voilà, quand j'étais petite alors, donc cette maman-là m'avait adoptée. Quand j'étais petite, j'avais toujours eu cette faculté-là de ressentir des choses, parfois de voir des choses. Alors, je disais toujours qu'il y avait des gens dans la maison, parce que c'est une grande maison, hein. C'est une grande maison, parce que la maison existe encore jusqu'à aujourd'hui. C'est une grande maison. Et je disais toujours qu'il y avait des gens dans la maison. Qu'est-ce qui se passait? Souvent dans la nuit, quand nous on dort, on entend les choses comme les plats, les cuillères, les fourchettes au salon, dans la salle à manger. Au salon, moi, tellement le salon était grand qu'il y avait un endroit où on avait mis la grande table, salle à manger là, qui prend environ 12 places là. Donc, on entendait souvent dans la nuit, hein, les bruits. Parfois, quand tu sortais, que tu as envie d'aller aux toilettes, les toilettes de tout le monde, donc, moi, c'est toilettes d'amis là, de tout le monde là. Quand tu sortais au couloir, parfois tu étais aux toilettes, tu avais comme l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de toi. Et tout. Alors, moi, étant ton petit, je disais toujours qu'il y a les gens ici à la maison, hein. Il y a les gens ici. Vous voyez le gens, vous êtes assis un peu comme ça. Et puis tu as le sentiment que quelqu'un vient de passer. Mais quand tu te lèves pour aller regarder, tu ne vois personne. Donc, ça me faisait toujours comme ça. Et moi, je parlais. Et quand je parlais, donc, ma maman, là, passé le temps à dire comment je mens, comment je suis une sorcière. Je raconte des histoires. Voilà, voilà. Jusqu'à ce qu'on a commencé à m'appeler la sorcière quand j'étais petite. On ne m'appelait même plus par mon prénom. On m'appelait seulement la sorcière. Ah, la sorcière, la sorcière. Ce qui est donc bizarre, c'est que, une fois qu'on a grandi, de moi, j'ai même quitté le cadre familial et tout, et tout, et tout. Mon frère, donc, est resté là-bas. Un jour, il me lâche ça comme ça, que, oh, lui, il a toujours su que oui, il sait que la maison est habitée par le monsieur en question, donc la personnalité même, donc le papa de notre maman, en fait, notre grand-père, qu'il est là. Et il sait ça, qu'il y a beaucoup de nos ancêtres là dans la maison. Et lui, ça ne le dérange pas parce qu'il sait qu'ils sont là pour nous protéger. Machin, que maman nous a même d'abord déjà certifié ça.
machin. Je vous assure, quand il m'a sorti ça, j'étais scandalisée. Je me suis dit, ah bon? Mais quand moi je disais ça quand j'étais petite, je dis vraiment petite, je devais avoir peut-être dans les 7 ans, 8 ans. Quand moi je disais ça, on disait que je suis sorcière jusqu'à elle a raconté partout aux gens comment je mange, je raconte des histoires qui sont pas vraies et tout, machin et tout ça là, jusqu'à elle a commencé à dire qu'on doit m'appeler sorcière, se moquer de moi. On s'est moqué de moi. On s'est moqué de moi. Je crois que peut-être moi on m'avait même fouetté. Je sais plus. Hmm? Tellement moqué de moi jusqu'à m'appeler sorcière. Ils allaient même à l'école dire que non, je suis une sorcière. Vous voyez un peu le genre de truc. Là, tu arrives à l'école, tes frères, ils racontent à leurs amis comment, oui, tu racontes des histoires, comment tu vois les fantômes dans la maison, et tout, comment tu es une sorcière, vraiment, alors que tu mens, machin. Et, mais des années plus tard, quand on est maintenant adulte, je viens apprendre que en fait, qu'il y a des grands-mères, il y a le grand-père, la grand-mère là-bas, il y a une de nos tantes qui est là-bas, spirituellement bien sûr, spirituellement. Alors, un jour, il y avait donc une, une domestique qui restait là-bas, qui devait venir s'occuper de notre maman parce qu'elle était là, elle a déjà quand même un âge avancé et tout. Donc, elle était venue rester là-bas. Mais c'était ce genre de personne qu'on dit qu'elle a les yeux ouverts, qu'elle a les... Elle a... Du moins, qu'elle a les yeux ouverts, comprenez un peu. Donc, paraît-il donc qu'elle dormait là-bas une nuit, donc. Elle est sortie à 3 heures du matin. Sortie, courir, partir, parce qu'il y a des dépendances qui sont aussi hors de la concession. Courir, aller chez la personne qui l'avait amenée au travail. Donc, celle qui l'a amenée, quoi, venir la présenter que bon, comme on a besoin d'une personne, voici ma soeur et tout, elle cherche le travail. Elle a couru, on dit elle est sortie seulement avec le soutien, la culotte, pieds nus, courir, aller dire qu'elle ne peut plus rester dans la maison là. Oh, il y a les gens, son père est encore là-bas, sa mère, elle a les membres de sa famille qui restent là-bas. Elle ne peut plus, même si on paye combien, elle ne peut plus rester là-bas pour la garder. Jamais. Elle part. Elle part. C'est comme ça qu'elle a quitté le travail. C'est comme ça que la fille en question a quitté le travail. Donc, moi, je suis restée, je me suis donc dit, je ne sais pas, je me pose la question, hein. Peut-être aussi il faudra poser la question aux internautes. Est-ce que véritablement, c'est possible que nos parents qui sont décédés il y a des années, leur esprit rôde dans la maison et que réellement ces esprits soient là pour nous protéger? Ça, c'est pas des trucs, des pratiques occultes, je sais pas. Je sais pas. Moi, je trouve. Parce que moi, je me dis, moi, je suis chrétienne et au finish, moi, j'ai donné ma vie à Christ et tout. Et moi, je me dis que la seule personne qui est vraiment, véritablement susceptible de nous protéger, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus qui protège. Il règne dans le séjour des morts comme il règne sur les morts et les vivants. Sur les vivants. Donc, moi, je ne sais pas. J'arrive pas à concevoir que quelqu'un dise que ces esprits sont là pour nous protéger. Mais pourtant, tu vis parfois même des choses vraiment dans ta vie. Hein? Pourquoi alors donc tu vis tout ça si c'est qu'ils sont là pour te protéger? Leur rôle, c'est quoi? Et j'apprends même que donc mes petits-neveux, il y a des moments où notre maman là, les prend, elle les amène parce qu'on a une autre grande pièce où la fille qui avait fui dans la nuit là avait dit que oh, son père reste là-bas, il passe souvent, il s'assoit là-bas et il tient les réunions avec des gens, machin, où ce sont même les kio, des gens qui sont déjà décédés et tout. Donc, la fille parlait de ça. Parce que celle qui l'avait amenée là, une fois, voulait s'asseoir là-bas, puis il y a des canapés et tout, bien, des trucs luxueux un peu. Donc, c'est une grande salle. Elle voulait s'asseoir là-bas. Elle lui a dit, non, 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 ne t'assois pas là. Ne t'assois pas là. Son père est assis là. Ne t'assois pas là. Lève-toi, 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 lève-toi vite. Donc, il paraît donc que mon petit-neveu là, il y a eu un temps où elle a amené ses petits-neveux là, le matin comme ça, elle a dit, venez, on va aller saluer votre arrière-grand-père. Votre arrière-grand-mère. Bon, ça me fait rire, mais en même temps, je suis un peu dépassée. En même temps, moi, j'ai même plus pitié, hein. Moi, je me dis, bon, c'est pas très sain, toute cette affaire-là, vraiment. Donc, c'était un peu ma petite histoire, en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour la team. Likez, commentez, partagez.
J'avais raconté l'histoire du petit garçon qui était mort en brousse, où le bois après l'abattage était tombé sur sa tête, était tombé sur lui et puis il est décédé au village. Donc, comme c'était ma première fois de monter, j'ai pas bien raconté l'histoire. Voilà. On était encore tout petit, on va dire, moi j'avais dans les 14-15 ans. On est allé au village. Donc nous, on allait au village quand on termine les cours. Et après, on va dire quoi, 2-3 jours qui suivent, comme nous on était en capitale, on vient à la capitale économique et après on se rend au village. Voilà. Donc, quand nous sommes allés au village, peut-être après 3 semaines, notre arrivée au village. Donc, comme vous savez, chaque vacances, on va au village, il faut planter, il faut débousser, il faut planter et tout ça, voilà. Donc, au plus tard, on va dire 9h, 10h, il n'y a plus complètement de gens au village. Tout le monde se retrouve déjà en brousse. Un petit village avec, grand village, mais avec beaucoup de petits quartiers. Voilà. Donc, nous, lorsque nous étions dans la brousse, dans notre plantation, nos voisins, on va dire 4 maisons après nous, avaient aussi leur champ pas très loin de notre champ. Voilà, une plantation si vous voulez. Donc, pendant qu'on est en train de débousser et tout, on débousse. Certains sont déjà au niveau de l'abattage. Voilà, donc nos voisins de la plantation à côté de nous étaient au niveau de l'abattage. Ils avaient beaucoup d'enfants. Donc du coup, nous dans notre plantation là-bas, on entend les cris. Ah, ah! Qu'est-ce qui se passe? Voilà, on sort nous aussi de la brousse. Bon, les vieux sont déjà devant et tout. Ils sont allés se renseigner là-bas. C'est comment? Il y a quel bruit ici? Il y a quoi? Ils ont seulement pris la brouette. Ils ont mis le petit enfant. Il avait 4 ans à l'intérieur. Il avait 4 ans. Ils l'ont mis dans la brouette. Ils sont arrivés au village et tout. Donc maintenant, il fallait expliquer aux grandes personnes, expliquer à tout le monde un peu comment ça s'est passé et tout. Voilà, on demande qu'est-ce qui s'est passé. Oh non, c'est le grand frère, donc le grand frère du petit garçon qui était en train d'abattre. Il abattait un petit arbre, on va dire un arbuste. Vous voyez, les enfants ne donnent pas aux enfants. Un enfant de 12 ans, 13 ans, c'est pas un gros arbre qui va abattre. Donc c'est un petit arbre. On va dire un arbuste. Il est un arbre en tout cas très mince. Il a abattu l'arbre et voici, c'est tombé sur le petit enfant. Et l'enfant, il est directement mort sur le champ. Boum. Donc, ils ont pris l'enfant dans la brouette. Ils ont emmené l'enfant à la maison. L'enfant était déjà décédé. Donc, nous tous là, tout le monde est sorti de la brousse. Tout le monde est sorti de la brousse, venir regarder un peu. Tout le monde a couru là. Non. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe et tout? Voilà. Oh, le petit est décédé. Vous savez, au village, on n'a pas de formol, on n'a pas de quoi. Ils ont lavé le corps de l'enfant, ils ont mis le café, pardon, on appelle ça comment, le tabac en feuille là, pour garder au moins toute la journée, toute la nuit, parce qu'on va enterrer le lendemain matin. Ils ont mis le tabac et le coton, on met le tabac au niveau des narines, le coton aussi dans les oreilles, à la bouche, machin. Un petit enfant de 4 ans. Nous, on est là à la maison, mais on a peur, on est au village. À l'époque, les villages ne sont pas éclairés comme maintenant là. C'est à base de tempêtes. C'est ceux qui ont assez d'argent, le groupe électrogène et tout ça. Mais majoritairement, on est à la lampe tempête. On est là entre enfants et tout, on a maintenant peur d'aller se laver. Donc, plus tard, 16h, vous êtes déjà à la douche et tout ça. Voilà. Donc, dans la nuit, on est en train de dormir et tout. Sans oublier que les vieux sont là-bas en train de pleurer et tout. Mais nous, les enfants, on pouvait aller veiller pendant une petite heure parce qu'on était tous là. Pendant les vacances, on jouait tous ensemble et tout, machin. Vient l'heure de dormir. On va se coucher au village. Et puis quand il y a les temps comme ça, nous les enfants, on est plus apeurés que les grandes personnes. Donc nous, on est déjà là dans les chambres et tout. Le sommeil t'attrape, ça t'attrape. Les autres restent là à raconter. Toi qui dors en premier, tu dors en premier. Donc me voici, moi j'ai dormi.
Je ne sais pas à quel moment j'ai dormi, mais j'ai dormi. Donc, dans mon sommeil, je suis là. Je fais un rêve. Le petit vient me montrer tous ceux qui ont participé à sa mort. Tous ceux qui ont participé à sa mort. Donc, à la maison, le matin avant de partir en brousse, c'est sa grand-mère. Et l'enfant là même, on était venu le déposer au village pour que sa grand-mère s'occupe de lui. Que la grand-mère s'occupe de lui. Donc, la maman n'est même pas au village avec nous. Elle a envoyé son enfant chez la mère pour que la mère puisse garder. Maintenant, eux, le matin où l'histoire s'est passée, le matin même du jour où l'histoire s'est passée, voilà ils ont fait à manger petit déjeuner. Il faut petit déjeuner avant d'aller en bourse. Donc on a fait à l'enfant, à tous les enfants, tout le monde le petit déjeuner. Mais lui, c'était dans son petit déjeuner là que tout était déjà préparé. Parce qu'il me dit dans le rêve que voilà telle personne, il m'a montré 3 ou 4 personnes comme ça là qui l'ont vendu. Mais lui, il a dit qu'il est mort depuis la maison. Donc son corps là se baladait comme ça, c'était seulement l'enveloppe. Mais il était déjà parti depuis quand il a mangé son petit déjeuner du matin là. Donc il fallait seulement un geste pour que l'enfant là meure. Voilà. Maintenant, toute la nuit, les parents ont veillé. Maintenant vient l'heure de l'enterrement le matin. Nous tous là, on est debout. Je me suis réveillée là-bas en sursaut et tout. J'ai un peu expliqué à mon arrière-grand-mère que, regarde un peu ce qui s'est passé. Je fais tel rêve. Mais regarde, toujours toi. Toi, tu es une sorcière. Toi, tu vois toujours les choses que les autres ne voient pas. J'ai cité un peu les noms, les visages que l'enfant m'a montré. J'ai dit à mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère m'a traité de sorcière. Donc maintenant, la cérémonie du matin, il faut faire tout, aller enterrer l'enfant. On vous dit qu'un enfant de 4 ans, c'est au village, on a pris, ce sont on a scié le bois, ils ont fait un petit coffre là avec les contreplaquets et tout. On vous dit que 4 hommes n'ont pas pu soulever le cadavre de l'enfant là, le cercueil de l'enfant là, de 4 ans. 6 personnes, 7 personnes, 8 personnes, ils n'ont pas pu soulever le cadavre d'un enfant de 4 ans, le cercueil, là, ils n'ont pas pu soulever ça. Et chez nous au village, le cimetière est très loin, à des kilomètres. On n'avait pas de voiture. Pour avoir la voiture, il fallait que ce soit les gens qui sont dans les chantiers, là, qui passent avec leur camion, et puis ils vous transportent, là, vous avez la grâce. Sinon, même pour se rendre au débarcadère, c'est des kilomètres et des kilomètres. Donc, on vous dit que pour quitter de notre village, arriver au cimetière, je ne sais même pas si ça fait même seulement 2 km. C'est beaucoup, peut-être 5 km à 7 km. Marcher. On appelle ça la plaine caillou. Marcher. Ceux qui sont allés là-bas, parce que nous les enfants, on n'a pas le droit d'aller. Ceux qui sont allés à l'enterrement. D'abord, pour soulever le cercueil là, il fallait parler, faire les trucs traditionnels, parler, taper, faire comme quoi. Oh, ils sont arrivés maintenant là-bas au cimetière. Ils avaient déjà creusé, non? Soulever le cercueil là pour mettre maintenant dans le trou en question. Personne ne peut soulever le nombre qui est parti là. Ils ont soulevé. Personne. Ils ont tapé. Fait quoi? Personne. L'enfant a dit que moi je ne rentre pas dans la tombe là, dans le trou que vous avez creusé là, je ne rentre pas à l'intérieur. On dit que les gars ils sont partis peut-être vers les 11 heures. Les papas là sont revenus vers les 16h, 17h. Quand ils viennent nous raconter là, mais si vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé là-bas au cimetière, mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a refusé de rentrer, donc il fallait faire leur rituel de Tsogo, là, faire les rituels jusqu'à ce que l'enfant est rentré. Mais le rêve que j'avais fait, il m'a montré les gens, non? Donc les parents là, ils sont allés dans un autre village de Tsogo, parce que ces gens étaient Tsogo. Donc ils sont allés dans un village de Tsogo, ils sont allés taper le diable. Je nous dis taper le diable. Ils ont tapé le diable. Donc la personne qui a vu, la personne qui a entendu, la personne elle-même qui a fait le médicament pour que l'enfant d'autrui meure là, ils ont eu des morts. Chacun a eu une mort bête.
Et les personnes que l'enfant m'a montrées là, ils sont morts. Et après, quand mon arrière-grand-mère a repensé à ces gens-là que moi, je les cités quand je lui ai dit que j'ai vu dans mon rêve là. Oh, elle me traite de sorcière jusque-là. Elle me traite de sorcière. Mais je vous jure que les vacances ont été les vacances les plus dures, les plus pénibles. Tu pouvais encore être lavé. Moi, j'ai vu les choses comme ça. Je pouvais encore dire que je me lave, machin. Sortir même qui? On voulait que les vacances se terminent parce que... Pardon, c'était compliqué. Voilà, c'était mon histoire. Likez, commentez, partagez. Et bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la première fois que je monte pour expliquer mon histoire à moi. Et j'écoute tout le temps les histoires qui se passent, que ce soit au boulot ou quand je suis à la maison. Je ne manque pas. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de me lever et de vous expliquer ce que j'ai vécu personnellement. Voilà. Donc, je suis une jeune Gabonaise et je vais pas, comment dire ça, citer les noms en fait. Donc, je suis une jeune Gabonaise. J'ai grandi dans une province du Gabon et je suis allée vivre avec mon homonyme. Voilà, si je me trompe plus, je suis partie, j'étais au CP1 à l'époque. Et j'ai commencé mon CP1 jusqu'en classe de quatrième, j'étais chez elle. Donc, j'allais passer les vacances avec mes parents sur Libreville et je redescendais chez mon homonyme. Donc, quand je restais chez elle, tout se passait bien. Hein. C'est au bout de quelques années que j'ai commencé à avoir des boutons qui sortaient sur le corps. Bon, je me disais c'était la bourbouille. On allait à l'hôpital et on me donnait une pommade à frotter. Donc, à chaque fois que je frottais, ça partait. À chaque fois que je frottais, ça partait, mais ça revenait. Et à chaque fois que je prenais de l'âge, les boutons ne cessaient de s'envenimer. Donc, du coup, jusqu'à un jour où je me suis retrouvée avec plein de boutons sur le corps. Et ces boutons se sont transformés je sais pas si c'est la bourbouille, des tout petits boutons. Et ils ont commencé à se percer, à devenir le pus. Et je ne sais pas si, je vais prendre un exemple comme ça. Vous connaissez les films des millionnaires, là où le monsieur se retrouve allongé et lorsqu'il se lève, le drap le colle et il n'arrive plus à l'enlever. Donc, c'est comme ça que je devenais. Donc, à chaque fois que je retirais le drap sur mon corps, la peau en même temps venait avec le drap. Et j'étais tellement méconnaissable jusqu'au jour où mon homonyme a décidé de me mettre dans l'avion sans dire à mon père. Et je me suis retrouvée à Libreville, à l'aéroport. Heureusement que voilà, on a les parents un peu partout. Et j'ai une tante qui m'a reconnue et qui a appelé mon père et qui est venue me chercher à l'aéroport. Mais j'avais oublié de spécifier que quand elle m'a fait monter dans l'avion, j'étais devenue méconnaissable. C'est-à-dire que j'avais noirci, les boutons avaient pris de l'ampleur et mes lèvres étaient devenues noires comme le charbon. Noires, mais vraiment noires, avec la peau qui quittait. Tu sais, quand le serpent mue, il y a une première peau qui s'enlève. Et c'est comme ça que j'étais en fait. Donc à chaque fois, mon
j'avais cette peau-là qui quittait et j'avais une autre peau qui revenait. Mais avec les boutons, et ça grattait. Ça me démangeait d'une manière, DMG, je te jure, que je n'en pouvais plus. Donc, quand elle m'a fait monter sur Libreville, je suis restée avec mon père, il m'a emmenée à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que c'était une allergie et tout. Mais bizarrement, tous les médicaments qu'on m'avait donnés ne passaient pas. Et ça ne faisait que s'augmenter. Donc, ma mère était en France, a pris la décision de descendre au Gabon pour pouvoir voir ce qui m'arrivait. Et quand elle m'a vue, je ne te cache pas qu'elle a eu, elle a eu du mal. Elle a eu du mal et elle a pris la décision de me récupérer. Et on est allé, elle m'a emmenée dans un quartier de Libreville, nommé à Cournam, je ne sais pas, bon, les Gabonais sauront. Et là-bas, il y a un monsieur qui a pris la peine de s'occuper de moi. Donc, je suis restée un mois chez le monsieur. Et ce monsieur avait dit à ma mère que si je passais encore un mois dans cet état, j'allais soit devenir folle ou j'allais mourir parce que c'est quelque chose qu'on m'avait lancé. Et que la personne qui me gardait connaissait ce qui m'arrivait. Donc, le monsieur a expliqué à ma mère qu'il pouvait me soigner et que je devais rester chez lui. Donc, je devais rester chez lui, je devais faire tout ce qu'il me demandait de faire et il devait me prendre en main. J'ai suivi ça, j'ai suivi à la lettre pendant le temps que je suis restée chez le monsieur. Donc, pendant que j'étais chez le monsieur, il me faisait des bains. Il me faisait, je ne sais plus comment on appelle, le l'ifuru. Bon, on appelle ça en gabonais, l'ifuru, on te met dans un trou avec de la fumée. Voilà. Avec de la fumée. Et un soir, le rituel venu, il nous a expliqué ce qu'on devait faire. On devait couper une liane qu'ils appelaient arc-en-ciel, que voilà, c'était un serpent qui était en moi et qu'on devait couper les lianes. Donc le soir arrive, euh, on commence à faire le rituel chez lui, commence voilà, à chanter avec les personnes qui l'accompagnaient. Et ils sont allés prendre des lianes en pleine forêt en journée. Bon, j'étais avec une autre fille qui venait aussi se faire soigner, qui nous a attachés sur tout le corps. Il nous a d'abord badigeonné de l'huile de palme et après il nous a attachés. Il nous a attaché le corps avec ses lianes et on est resté assis dans un cercle où il nous disait, quoi qu'il arrive, tout ce qui va se passer, vous restez dans ce cercle, vous ne sortez pas. Bon, moi j'ai commencé à prendre peur, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer, Père éternel? Donc j'étais stressée, mais il nous a demandé de nous concentrer et de méditer dans le cœur. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à méditer, mais j'avais oublié que il avait pris des poules, bon, avec la dame qui était à côté de nous, il a pris une poule qu'il a déposée sur nos têtes. Et il a dit, tant que la poule ne descend pas, vous ne bougez pas, vous restez à méditer et à chasser ce qui est en vous. J'ai suivi le truc à la lettre. Quelques minutes après, la poule de ma voisine a déféqué sur elle, sur son visage, et la poule est tombée, elle a fui, elle est partie. Donc moi, je suis restée une trentaine de minutes, voire 1 heure comme ça. La poule ne faisait rien. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai insisté, je me suis concentrée. Donc la poule aussi a fait son travail, mais elle n'a pas fui. Elle est tombée au milieu de mes bras parce que j'avais des lianes sur moi et je ne pouvais pas bouger. Donc
Elle est tombée au milieu de moi et elle m'a fixée. Elle m'a fixée sans bouger. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vous expliquer. À l'époque, ma mère était initiée. Elle est rentrée en transe et elle a commencé à parler avec une entité, je sais pas avec qui elle parlait devant la poule, mais la poule me regardait, mais elle s'adressait à la poule. Et en gros, la dame qui avait pris l'apparence de la poule, elle a expliqué qu'elle ne veut pas me laisser et que j'étais destinée à elle. Et voilà, ma mère était là, oui, tant que je serai vivante, tu vas laisser mon enfant, tu ne vas plus la poursuivre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle commençait à s'agiter, comme si elle se battait avec quelqu'un. Et ensuite, la poule a repris ses esprits. Et quand la poule s'est rendue compte qu'elle était sur moi, elle a fui. Elle a fui, le monsieur a commencé à continuer à chanter, 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 chanter avec les personnes qui l'accompagnaient. Et je suis restée, on est encore resté quelques minutes là. Et après, il fallait aller se laver avec l'eau chaude, l'eau qui sortait du feu. On te balance ça sur le corps, tu te tournes, tu parles, tu te tournes pour essayer de, je crois, chasser ce qui restait. Donc, après ce rituel, je suis restée encore quelques semaines chez le monsieur. Mais DMG, je ne te cache pas que au jour d'aujourd'hui, je, je retrouve, bon, quelques semaines après avoir quitté le monsieur, j'ai commencé à revoir mon teint revenir, à revoir mon éclat revenir. Parce que je ne te cache pas, DMG, j'étais devenue comme, je te dis, j'avais la peau du serpent au corps. Je je sais pas si ça se dit, mais j'avais la peau du serpent qui quittait sur moi. Ma peau qui quittait. Tu vois, quand tu mets un masque sur le visage et que tu vas enlever le masque avec le doigt, tu tires, quoi. Et c'est comme ça que ma peau quittait. Et à chaque fois, je me retrouvais avec le pus sur tout le corps, de l'orteil à la chevelure. Le pus, l'eau qui coulait sur moi. Mais DMG, au jour d'aujourd'hui, si tu me vois, tu vas te dire que mais ça, c'est la fille là qui a subi toutes ces choses-là. Voilà, donc je suis partie, après j'ai voyagé, je suis venue m'installer en France et je n'ai plus jamais revu ce monsieur qui m'a aidée. Donc c'était, j'ai fait court, hein, j'ai fait en bref. C'était mon histoire que je voulais partager avec vous et je vous souhaite le meilleur et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la quatrième histoire. Bon, mon histoire, c'est quoi? J'ai quitté le Cameroun. Je suis venu en aventure, j'ai pris la mer, comme vous connaissez. Je me suis retrouvé en Grèce. Euh, j'ai fait ma demande d'asile ici, tout ça, j'ai eu mes documents. J'ai eu mes documents en Grèce. Et du coup, la vie en Grèce est tellement dure, vous voyez. J'ai ma grande sœur qui vit en France, au niveau de la ville de Strasbourg. J'ai décidé que non, comme j'ai déjà les papiers en Grèce, je vais aller m'installer en France pour essayer de changer mon statut, quoi, parce que la vie en Grèce est difficile. Bon, je suis arrivé en France, les choses se sont un peu compliquées, il n'y avait pas possibilité de changer de statut, tout ça, changer les papiers. Euh, bon, je me suis mis à travailler dans le noir, chercher des couloirs, tout ça, tout ça. Et entre-temps, le stress m'envahissait vraiment. Ça m'envahissait. Un jour, je suis allé dans un... Il y avait un café que je mangeais là-bas, en fait, le matin.
Vous savez, quand vous stressez, le palu, tout ça, ça vous arrive. Donc, vous vous sentez mal, le stress vous envahit, quoi, parce que vous n'avez pas de situation, tout ça. Bon, le café que je partais manger là-bas chaque matin, euh, un jour, j'ai rencontré l'un de mes frères camerounais au café. Lorsque je suis au café, j'arrive, je vais entrer à l'intérieur. Moi et lui, on se croise à la porte, quoi, la porte d'entrée. Du coup, le monsieur, il me traverse, il me regarde. Vous voyez, il me regarde tellement. Je ne comprends pas pourquoi le type me regarde comme ça. Bon, moi, ma tête est ailleurs parce que je suis dans mon stress. Je veux seulement manger et partir à la maison, tout ça. Bon, j'entre, j'achète à manger au café en France. C'était au niveau de la ville de Strasbourg. J'achète le café, je mange, je sors. Le monsieur, je me place avec certains gars que je connaissais du quartier. Nous sommes en train de parler. Il y a une personne qui me dit, c'est ton frère camerounais là-bas. Et le monsieur a compris, vous voyez. C'est d'où je me suis approché vers lui. J'ai dit, ah, nous sommes dehors, je ne peux pas voir un frère, je l'ignore, quoi. Je l'ai salué, on s'est salué, tout ça. Il m'a dit, ça va, oui, tout ça. Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? Je l'ai expliqué, je viens de la Grèce, tout ça. Il m'a dit, ok, bon. Après ça, j'ai pas trop eu de contact avec lui, chercher, vous voyez un peu. Je rentre à la maison. Bon, le monsieur, il partait dans le café là chaque fois pour manger, quoi, vous voyez un peu. Et moi aussi, comme c'était déjà un café que je m'étais déjà habitué à manger là-bas le matin, un jour, je suis allé au café. Bon, il était posé dehors. On se voit, je le salue. Bon, je prends mon café, je viens, on se pose, ça, on cause. Je lui raconte mon histoire. Je suis arrivé en France, je viens de la Grèce, j'ai traversé la mer, tout ça. Il me dit, ouais, c'est pas facile pour toi, je comprends tout ça. Et je lui explique que, bon, là où je suis vraiment, s'il a un couloir pour le travail, vraiment, là où je suis dans le besoin. J'ai pas d'argent, de logement pour dormir, il n'y a pas, tout ça, je souffre tellement, quoi. Il me dit que, ouais, on va voir, il va chercher, s'il trouve quelque chose, il doit me faire signe. Je lui ai dit, ok. Euh, Après, je l'explique que non, actuellement, comme tu vois, je suis un peu malade. Je suis un peu malade. Le stress m'envahit, la fièvre toujours, j'ai toujours la migraine, je ne sais pas. J'ai déjà consommé les médicaments fatigués, mais le même scénario se répète toujours sur moi. Et du coup, le monsieur, il était en train de boire certaines écorces dans une petite bouteille. Bon, moi, j'ai grandi à l'est du Cameroun. Et là-bas, ce sont des pygmées parce qu'il m'a dit qu'il est de l'est Cameroun. Bon, comme il buvait des écorces, j'ai dit, je peux goûter, c'est quel médicament? Il me dit, non, c'est un médicament contre le palu, ça va beaucoup m'aider, tout ça. Frère, quand j'ai pris ça, j'ai goûté. La façon que le monsieur m'a regardé, donc tu vois, quand tu goûtes un sorcier, quand il te voit déjà que non, tu es en train de tomber, quoi. La façon qu'il m'a regardé, mais jusqu'à là, je n'ai pas prêté attention, je ne savais pas, je pouvais pas imaginer, quoi. C'est tout, je goûte comme ça. Il me dit maintenant que non, il faut qu'un de ces 4 matins, moi et lui, on aille chez lui, il va faire il va bouillir d'autres plantes qu'il a à la maison. On doit consommer les plantes ensemble et ça doit beaucoup me soulager. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, après quelques temps, je suis encore allé au café. On s'est vu, on a encore causé, tout ça. Il m'a dit, alors chez moi. Je lui ai dit, ok, alors. Bon, je pouvais pas imaginer, parce que déjà, l'affaire de sorcellerie, je me suis dit, ben, c'est seulement en Afrique, le noir va faire quoi avec la sorcellerie ici, tout ça. Je ne pouvais pas m'attendre à ça, quoi. Du coup, nous sommes allés chez lui. Vous savez, quand vous arrivez chez une mauvaise personne, vous ressentez ça dans vous, quoi.
La maison est bizarre, des statues bizarres, des encens, donc, des encens bizarres, ça sent dans la maison. Bon, on entre, on se pose dans sa cuisine. On commence à causer, tout ça, il m'explique des choses, la politique, si c'est fait comme ça, nanani, nanana. Bon, j'étais avec lui, quoi, on causait, tout ça. Il bout des plantes, et quand il bout des plantes, il met dans le verre, il me donne, il pompe des produits, je ne sais même pas, de ces parfums que je ne connais pas, il pompe à l'intérieur. Je prends, je consomme. Je prends, je consomme. Lui-même, il fait, et quand il met comme ça, il goûte d'abord avant de me donner, pour que je me doute de rien, quoi. Vous voyez un peu, pour que je me doute de rien. Après quelques temps, il commence à me parler d'une déesse qu'on appelle Isis, que la déesse, ça peut m'aider, je dois adorer cette déesse. C'est cette déesse qu'on avait pris. Les Blancs ont transformé Marie. Normalement, c'est cette déesse-là que le monde devait adorer. C'est pas Marie que les gens doivent adorer, mais ça ne sonnait pas, c'est d'où ça ne sonnait pas bien dans ma tête. Jusqu'à là, je ne me suis pas douté de quelque chose. Je ne me suis pas douté. Après ça, bon, il a allumé l'encens. Il a allumé l'encens dans la cuisine d'où on était. Il me dit que c'est le rituel qu'il va faire. Ce sont ses grands-parents qui le faisaient depuis. Et c'est ce même rituel qu'il doit le faire pour que si j'ai amené quelque chose de mauvais chez lui, ça chasse cette chose pour que cette chose parte. Pourtant, c'était lui le mauvais. Il commence à brûler l'encens. Il met une sorte de musique, une musique que je n'ai jamais entendue dans ma vie. La musique est en train de jouer, l'encens est en train de brûler. J'ai commencé à trembler, mon corps tremblait, ça vibrait. Donc, je tremble, transpire. L'encens m'étouffe. Donc, mon cerveau devient étouffé. Je me sens seulement bizarre. Mon esprit commence à être troublé. Je veux me lever pour partir. Donc, ce qu'il a fait, il m'a hypnotisé sur place, quoi. Je veux me lever pour partir, je n'arrive pas. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis que non, comme il avait le balcon derrière, devant sa cuisine, j'ai dit non, je vais un peu sortir au balcon pour prendre un peu d'air. Il me dit, tu trembles quoi? Pourquoi tu trembles comme ça? Tu transpires, tu trembles quoi? Je dis que, mais ça ne sonne pas bien dans ma tête. Après quelques temps, tout ça, quand le rituel est fini, mon corps est un peu revenu. Bon, comme j'étais aussi souffrant, je me suis dit que non, c'est peut-être le palu là comme il est en train de brûler l'encens, c'est en train de me faire transpirer. Le palu sort, je tremble, le corps est troublé, tout ça. Vous voyez un peu. Donc, du coup, après ça, il me dit que non, il va me donner certaines écorces, il va bouillir, il va mettre dans la bouteille. Je vais arriver à la maison, je vais consommer. Il prend des clous de girofle, il me dit de mettre dans ma poche. Il prend encore certains trucs que je ne connaissais même pas. Il me dit que ça doit me protéger, tout ça. Et moi, maintenant, je commence à lui dire, l'expliquer des choses. Arriver sur le sujet, par exemple, de Dieu. Quand je vais parler de Dieu, il me dit que je ne parle pas ce nom chez lui. Que c'est les choses que les Blancs ont amenées, que je ne parle pas de ça chez lui. Il est fâché, quoi. Jusqu'à là, je ne prête pas attention. Je rentre à la maison. Je consomme les médicaments pour quelque temps. Et quand je consommais peut-être, parce qu'il m'avait dit de prendre un verre le soir. Dans la soirée, quand je consomme les médicaments, mon corps commence à être troublé, les écorces là. Moi, je suis troublé, mon corps fait seulement façon. Un sixième sens m'a dit, porte ces médicaments, tu peux verser, tu peux jeter ça. J'ai pris ça, je suis allé jeter. Bon, je n'ai pas prêté attention, il m'avait aussi donné certaines bougies là, rouges, en forme de fil, qu'on a fait avec du fil. Il m'a dit que j'arrive à la maison, je brûle ça dans ma chambre. Moi aussi, je suis arrivé à la maison. Je ne connaissais rien. J'arrive à la maison, donc on dirait que le rituel qu'il avait fait, il me contrôlait déjà avec ça, quoi. J'arrive à la maison, j'ai aussi allumé, j'ai brûlé dans la chambre.
Bon, la nuit, j'ai bien dormi, tout ça. Bon, je n'avais pas trop l'habitude de prier, tout ça. Euh, la nuit, je n'avais pas l'habitude de prier. Bon, j'ai quand même bien dormi, sans problème, tout ça. Bon, une autre fois, on s'est toujours retrouvé au café. Euh, il me dit, allons à la maison, on va encore consommer des médicaments. On part chez lui, on consomme encore des médicaments et directement quand on arrive, il bulle des encens. Et le même scénario m'arrive toujours, quoi. Je rentre à la maison, il me donne certains trucs, certains pour que j'arrive à la maison. Quand je finis de me laver, je me prends avec ces poudres le tout. Après ça, je dis ce que je veux, tout ça. Un sixième sens me dit, va jeter ces poudres qu'il t'a donné. Je suis allé jeter ça. Une autre fois, il m'appelle, il était avec l'un de ses amis et qu'il avait fait la même chose qu'il était en train de me faire au gars. Et c'était un gars algérien. Du coup, le gars algérien, là, lui, savait déjà ce que le monsieur est en train de faire. On est allé chez lui avec le gars algérien. On s'est assis. Donc, tu sens, quand tu es là-bas, tu es troublé, tu n'es pas, tu es pas dans ton milieu, quoi. Le gars algérien n'a pas pu supporter, il est sorti, il est parti. Moi, je suis resté avec lui, on a causé tout ça. Il m'expliquait des choses, il me fait boire des médicaments, là, tout ça. Après ça, je suis sorti, je suis allé à la maison. C'est d'où j'ai commencé à réfléchir que, mais c'est quel médicament? Il sort d'où avec des plantes? Est-ce que nous sommes en Afrique ici? Il prend des plantes ou des produits comme ça ou tout cela? Euh, j'ai commencé à me poser des questions. Un jour, il m'a encore appelé, il m'a dit, Boris, non, il faut venir. Il y a un travail que j'ai trouvé pour toi au niveau d'un établissement ici à côté. Il fait venir. Bon, je me suis levé et dit, ah, c'est le travail, je m'avais regardé. Je suis arrivé là. Jacques, quand il me voit, il me fixe dans les yeux. Je commence à secouer ma tête, mon corps commence à secouer. Donc, je me pose des questions que, mais pourquoi quand il me regarde, mon corps commence à vibrer? Je ne comprenais rien en fait. Bon, il ne me parle pas du travail, il commence seulement à me raconter de ces choses. Après ça, on s'est séparés, je suis parti. En fait, le monsieur avait déjà mis un esprit dans mon corps qui est censé me contrôler pour que lui, donc, l'esprit qu'il a mis, il est censé contrôler mon corps avec cet esprit-là, en fait. Avec cet esprit. Du coup, j'ai commencé à réfléchir que non, il faut que je l'évite, tout ça. C'est quelle situation que je suis en train de me fourrer dedans, quoi. Lui-même, il a compris que je suis en train de l'éviter. Oh Dieu, la nuit, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. La nuit, on dirait qu'on pliait le derrière de ma tête, quoi. La nuit, on dirait que quelqu'un venait, il me dosait le derrière de la tête. Je ne comprenais pas. Pendant la journée, comme ça, mon esprit, je m'assois comme ça, mon esprit commence à être troublé. Donc, c'est comme si je ne suis plus sur la terre. Mes yeux sont rouges et ça sort. Lorsque j'ai commencé à constater ça, c'est quand je me regardais dans le miroir, je vois. Vous savez, quand il y a quelque chose que vous fixez dans le miroir, vous voyez que ce n'est pas votre visage. Donc, je voyais un autre visage sur moi, quoi, face au miroir, quand je me regardais chaque fois. Je dis que, mais ça, c'est pas moi. C'est pas moi, Boris. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que le type m'a fait? Un de ces 4 matins, je suis allé dans le café pour chercher à le rencontrer, pour lui demander que, mais tu m'as fait quoi? Je ne dors pas la nuit. Ma tête est toujours troublée. Tout ça, je suis même allé à l'hôpital faire le scanner du cerveau pour connaître si j'ai un problème des nerfs ou pas. Je pars au scanner. Pour faire le scanner, quand je me couche dans le scanner, mon corps commence à vibrer. Quand je sors, je m'avais donné l'examen au docteur. Il me dit que je n'ai rien, dans la tête. Je ne comprenais rien. Mais c'est moi qui ressentais dans moi. Mes nez sont tendus, ma tête. L'esprit qu'il avait mis dans ma tête, ça serrait ma tête. Il m'avait donné des problèmes chichiques.
Il m'avait donné des problèmes chichiques. C'est donc bon. J'ai vu l'humeur, je suis allé là-bas, tout ça. J'ai commencé à prier. J'ai appelé ma soeur au Cameroun. Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit que non, il faut que je commence à prier. Quand je priais, je tombe comme ça, le corps vibre comme ça. Donc, il voulait en fait me prendre dans la sorcellerie. Je vibre, mon corps vibre. Je ne comprends rien. Je suis un jour allé le voir dans le café là pour le rencontrer. Il n'était pas là. J'ai laissé des nouvelles là-bas qu'il faut qu'on lui dise qu'il me laisse tranquille. Que j'ai fait quoi pour qu'il veut me prendre dans la sorcellerie, tout ça. Vous comprenez un peu. Donc, j'étais dépassé. Et je n'étais pas dans moi. Je sentais la mort venir face à moi. Jusqu'à un jour, j'ai dit à Dieu que papa, s'il te plaît, si c'est mon heure, ne laisse pas que le monsieur s'il me prend. Prends-moi. Prends-moi. J'ai une pote au Cameroun, une fille. Cette fille a rêvé et voit tout le scénario que j'étais en train de vivre. Le matin, il m'appelait, il m'a dit que, mais Boris, est-ce que tu vas bien? Je lui ai dit que non, maman, depuis l'année passée, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Elle me dit qu'elle m'a vu au Cameroun, je suis venu, mais j'étais tellement comme quelqu'un qui était possédé avec un démon très sauvage en lui. Le démon est là, donc, et je ressentais que le démon est dans mon corps, était en train de me mettre mal à l'aise comme il faut. Mal à l'aise. Mal à l'aise. J'ai décidé à ce moment de retourner en Grèce. J'ai acheté mon billet d'avion. Lorsque je retourne en Grèce, je rencontre un pasteur congolais. Le pasteur congolais me voit, il me dit que le monsieur en question ne voulait pas me soigner. Il avait vu l'étoile qui brillait en moi. Il voulait récupérer cette étoile. Il voulait récupérer mon étoile pour utiliser. Et il a mis un esprit, il a mis un esprit très méchant dans mon cerveau. L'esprit avait pour trois objectifs. Me donner des problèmes de nerfs et me faire délirer et ensuite me tuer. Parce que j'ai perdu la mémoire un moment. J'avais perdu la mémoire. Donc c'est comme ça que bon, je me suis mis à prier avec le monsieur et tout ça, les prières sur prières. C'est d'où ça m'a calmé que je suis debout aujourd'hui. Mon histoire que je vous raconte, en fait, c'est aussi pour sensibiliser les gens et pour dire aux gens de se méfier. Méfiez-vous des gens. Je ne sais pas si vous allez poster sur Facebook, mais méfiez-vous des gens. Quand on ne connaît pas quelqu'un, ça m'a servi de leçon que quand on ne connaît pas une personne, on ne s'attache pas. On ne s'attache pas. Je l'ai fait confiance, je me suis attaché à lui en pensant qu'il peut m'aider, mais il était plutôt en train de vouloir me tuer. Mon propre frère camerounais, dehors a voulu m'assassiner avec la sorcellerie. Et comme dans ma famille, certains d'entre nous, ils ne croient pas aux choses comme ça. Quand j'ai expliqué, ils n'ont pas cru. Donc j'étais face à mon destin. Donc le dehors est mauvais. Méfiez-vous vraiment. Méfiez-vous des gens. Méfiez-vous. S'il vous plaît, méfiez-vous. Merci et bonne soirée. Bonne journée, pardon. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir DMG. Je suis un Camerounais, je vis en Malaisie. Je suis votre émission tous les jours et c'est vraiment une émission qui cultive et permet aux gens de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils cherchent dans la vie. Moi, je vis en Malaisie, mais mon histoire s'est passée en Thaïlande. Je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée en Thaïlande en 2015 DMG. Alors, quand j'étais en Thaïlande, je sortais avec une fille thaïlandaise. On était amoureux l'un de l'autre. Et vous savez un peu, dans la culture thaïlandaise,
c'est la femme qui contrôle l'homme. Donc, un de ces 4 matins, j'ai rencontré ma copine avec quelqu'un d'autre. J'ai voulu manifester les signes de jalousie. La fille s'est opposée farouchement à moi, me disant que dans leur culture, on ne s'oppose pas à ce qu'elles font. Je me suis mis dans une petite colère et j'ai décidé de me séparer d'elle. Quand j'ai donc décidé de me séparer de la fille, elle m'a dit, comme tu me quittes là, tu ne seras plus en paix jusqu'au jour où tu reviendras me demander pardon. J'ai pris ça comme une blague DMG. Je suis allé à la plage à Phuket, pour ceux qui connaissent bien la Thaïlande. Alors, je suis parti là-bas perdre un peu le temps et nager un peu. C'est comme ça que j'entre dans l'eau pour une séance de nage. DMG, une vague d'eau m'a projeté. J'ai disparu pendant 3 jours. Les sauveteurs m'ont cherché, on m'a cherché pendant 3 jours. Après 3 jours, on m'a retrouvé à 170 km de là où la vague m'a emporté. Avec une cheville cassée. Jusqu'aujourd'hui, j'ai encore les cicatrices de la cheville. J'ai encore les cicatrices sur ma cheville. Alors, quand on m'a retrouvé là-bas, je suis parti chez un Bouddha. Parce que les Thaïlandais, leur religion, c'est le bouddhisme. Alors, le vieux Bouddha me dit, pourquoi tu t'es séparé mal avec la femme que tu vivais? Je lui ai dit non, c'est juste que je n'ai pas pu supporter certains trucs qu'elle me faisait. Il m'a dit, ta vie dépend déjà d'elle. Parce que quand vous viviez là, elle t'avait déjà donné à leur esprit qui est l'esprit de l'eau. C'est pour ça quand la vague t'a frappé, même si tu faisais 2 mois, tu ne peux pas mourir. Parce qu'elle t'aimait au plus profond de son cœur. Il m'a fait des prédications, des petites voyances. Il m'a dit d'essayer de rencontrer la fille. Alors j'ai essayé de rencontrer la fille. On a essayé de faire la paix. Alors quand on a essayé de faire la paix, je suis retourné sur la même plage où les vagues m'ont projeté avec la fille. On arrive à la plage DMG. Elle dit qu'elle doit me libérer définitivement. Elle m'a donné une bague. Elle a plongé dans l'eau. Jusqu'aujourd'hui, DMG, je n'ai plus jamais vu la fille. Mais les gens qui me connaissent avec elle me disent qu'on la voit de temps en temps. Alors, et cette bague que la fille là m'avait donnée DMG, je te jure, tout ce que je touche, ça marche. Même si je vends que les caca, on achète. Tout ce que je touche, même si tu as un problème aujourd'hui, je te touche, ton problème se décante. Donc vraiment, elle m'a laissé, je ne sais pas si elle m'a sacrifié ou elle s'est sacrifiée pour moi. Mais je sais quand même que on avait été bien. Je ne sais pas si elle vivait avec moi sous condition, je ne sais pas. Mais tout ce que je touche comme bonheur prospecte. Même une copine que je rencontre aujourd'hui là, le lendemain, toutes ces choses marchent. Tout ce que je fais. Donc vraiment, mes activités ont beaucoup augmenté. Toutes mes choses se passent bien.
Et je vous raconte une histoire de 2015. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, en 2023, je dors paisiblement. Je n'ai jamais rêvé de cette fille, plus rien. Actuellement où je vous parle, je suis installé en Malaisie. La morale de l'histoire, c'est quoi, DMG? C'est pour dire que quand nous marchons dehors, nous rencontrons des gens. Il faut toujours savoir comment les traiter. Parce que cette fille, je l'avais aimée, j'avais beaucoup fait pour elle, pour sa famille. Mais moi, je suis Camerounais, je suis branté. Je ne sais pas ce qui se passait dans leur culture. Je crois que c'est le bien que j'ai fait autant à cette famille qui me paye aujourd'hui. Ça, c'est un peu mon histoire DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la communauté, likez, commentez, partagez. Voilà, j'ai rencontré un monsieur gendarme. J'ai fait la rencontre d'un monsieur gendarme qui avait son restaurant-bar. Donc, le monsieur et moi, on a entamé une relation sans avoir de relation sexuelle auparavant, que je gérais déjà même son restaurant-bar. Donc, il y avait le restaurant et le bar. Donc, au niveau du VIP, c'est moi-même qui gérais. Et il y avait le bar. Donc, au niveau du bar, je cherchais 2 serveuses. J'ai pris les serveuses. Voilà. Donc, le monsieur, c'était en tout cas, quelqu'un qui était fort en plein dans leur loge et tout là. Voilà. Donc, il s'avère qu'un jour, on a terminé tard, on va dire 24 heures. On a pris les 2 serveuses, nous sommes allés en boîte. On a bu, on a grové toute la nuit et tout. Vers les 4 heures maintenant. Comme le monsieur ne pouvait pas nous déposer chacune chez soi, donc lui et moi, on a décidé d'aller chez lui avec les filles. Et ça, c'était aussi ma première fois maintenant d'arriver chez le type. Je suis arrivée chez lui avec les filles et tout. Donc, mais dans la maison, il y a 2 chambres, un grand salon, une grande terrasse. Et c'est à la terrasse même où le monsieur a fait genre comme la cuisine parce que tout est carrément fermé. C'est dans un camp. Voilà. Donc, les filles, on leur a libéré la chambre dans laquelle il dormait lui-même parce qu'il y a une chambre qu'il n'utilisait pratiquement pas. Là-bas, il y avait l'armoire à linge. Il allait juste se changer là-bas, mais son armoire à linge était toujours fermée. Il allait juste se changer là-bas, machin. On avait seulement le droit en tout cas, on avait le droit de rien faire à l'intérieur. Même si tu balayais, même pour des moments, je balayais là-bas, je ne rentrais pas, machin. Donc, on a dormi là et tout. On est rentré. Maintenant, le matin, les filles, je ne sais pas si elles aussi elles avaient remarqué ce que moi j'ai remarqué. Les filles, elles sont parties chez elles. Maintenant, moi, on allait à la douche. Parce que nous, on est arrivé dans la nuit tard. Donc, tu peux pas un peu remarquer tout ce qu'il y a dans la maison et tout, rien. Maintenant, comment il faut que j'aille à la douche? Quand tu rentres par le salon, il y a une porte pour entrer dans la chambre. Maintenant, dans la chambre, il y a une porte pour se rendre à la douche. Et pour aller à la douche, il faut carrément, on va dire quoi? Il y a un petit couloir, tu sors de là. C'est dans un camp, vous voyez les camps, les douches sont souvent dehors. Là, il y a plusieurs douches là, mais lui, il a sa douche seule parce que c'est lui, un chef. Voilà. Il a sa douche, son toilette seule parce que c'est un chef et tout. Donc, quand tu quittes de la porte qui est à l'intérieur de la chambre pour te rendre à l'extérieur pour aller à la douche, il y a l'œil. Le triangle, machin, leur truc de la loge là, c'est là. Je regarde seulement, je sens que ça sent les choses de la rose, quoi, et tout. Bon, moi, je m'en fous, je prends mon bain et tout, machin. Après, je rentre chez moi. La relation s'ensuit. On est là. Donc, je suis allée passer la journée un jour chez lui. Je suis allongée sur le lit et tout. Lui, il a posé sa tête sur mon ventre. Il y a des oiseaux qui sont en train je ne sais pas s'il faut y parler ou chanter ou faire quoi de voilà. Ça fait... Voilà.
Donc, celui qui, il a attiré mon attention que voilà, oh, mais ça, c'est un couple d'oiseaux. Même les oiseaux aussi sont, ah, la fille, elle est en train de faire la jalousie au type, machin. Moi, je pose la question que, ah, toi, tu comprends maintenant le langage des oiseaux. Oh. Donc, toi, tu n'écoutes pas ce qu'ils sont en train de parler là. Égal. Les mêmes choses que vous, elle est en train de faire la jalousie, que, oh, tu es sorti depuis là, machin. J'ai dit, ah, toi, avec tes histoires là, pardon. Il m'a dit, oh, c'est vrai. Après, il commence à me dire que, mais regarde les bouteilles qui sont là-bas. Tu as vu les 3 bouteilles qui sont alignées là. Il y avait une bouteille avec le liquide vert, l'autre jaune, l'autre là-bas rouge. Donc, c'était le vert, jaune, rouge, diable rouge. Il dit que ça, là, les bouteilles là, tu prends seulement une goutte. Tu fais boire ça à quelqu'un, il va te raconter sa vie. Comme lui, c'est un gendarme là, militaire ou gendarme, donc il prend. Tu lui prends seulement une goutte, il dit que si ça là, je donne ça au prisonnier, il va me raconter tout ce qu'il a fait. Et ça tu ne peux pas mentir avec ça. Tu es forcément obligé de dire la vérité. Il me dit que toi là où tu es là, si moi je veux que tu me racontes tout sur ta vie, il suffit que je te donne ça là, tu vas me dire. Je lui dis que ça ce sont tes problèmes, ou ça c'est ta vie, ça ne me regarde pas. Il me sort le livre, il me dit que ça là, si tu as envie de voyager, de là où je suis là, je rentre dans ma chambre, je commence à lire là, je me retrouve où je veux. Hein? Tu sais, moi je suis déjà mort tant de fois, je suis revenu. Toi, tu n'as pas peur avec les histoires que je suis en train de te raconter. Je dis, je vais avoir peur de quoi? Tu racontes, c'est ta vie. Elle dit, c'est ma vie. Il me dit, ok. Donc, tu n'as pas encore vu ma femme, elle n'est pas encore venue te visiter. Je dis, quelle femme? Il me dit, oh, mais moi j'ai une femme, oh. En tout cas. Tu ne l'as pas encore vue. En tout cas, elle viendra te voir un jour, il n'y a pas de problème. Tu dis, ah, c'est bien, elle n'a qu'à venir me voir. On a fini là. Mais j'arrivais, des fois j'arrive, je trouve le gars, il est là à placer son assiette de bougies. Ils ont une grande assiette là. De leur assiette de la loge là. Donc, on dit ça comment? Il y a des trucs là où il y a des bougies au-dessus. Il y a un truc aussi au milieu. Ça fait genre comme l'œil. Donc, ils mettent les bougies autour, ils allument là les bougies colorées, comment ils font leur prière ou leur incantation. Là, c'est là au salon, c'est exposé. Donc, des moments, j'arrivais, il n'est pas là, mais tu trouves la maison est propre. Et moi, je n'avais même pas peur. C'était seulement son chat qui me dérangeait. Moi, je n'aime pas les chats. Donc, c'était seulement la présence de son chat qui me dérangeait, c'est tout. Tu arrives, tu trouves, il a la nourriture préparée. Tu trouves la maison est toujours propre. Tu te demandes, mais à quel moment le monsieur là, il fait le ménage? Il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de dame de ménage chez lui, il n'y a pas. Moi-même, c'était dans ma tête, je dis que le gars là qui fait le ménage chez lui. Peut-être une copine, déjà que moi je n'habite pas avec lui. Mais après, avec tous les trucs que j'ai voyés dans la maison là, je sens que le genre de maison là, non. Toutes les femmes ne peuvent pas rentrer là-dedans. Toutes les femmes ne peuvent pas, n'importe quelle femme ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, il ne peut pas lui-même donner même la clé à je ne sais pas qui pour venir vérifier. Déjà, même sa chambre là où il y avait son truc là, la chambre là ne se bouclait pas. Donc, c'est pourquoi il est obligé souvent de vivre seul. Voilà. Donc, dans sa chambre là, un jour, je suis allée nettoyer. Non, je l'ai vu d'abord, il était en train de se parfumer le matin, il se parfume le matin. Et comme il a vu que j'étais en train de nettoyer, il a ouvert son truc là, j'ai quitté un peu, il ouvrait son armoire à linge, il s'est parfumé, il a mis ses trucs là, bon, il a pris sa clé, il a mis dans la poche. J'ai regardé. Après un jour, lui-même vient me dire que quand tu peux faire ton nettoyage ou quoi, mais il faut jamais ouvrir mon armoire à linge. Je dis que moi je vais aller chercher quoi dans ton armoire à linge? Je vais d'abord aller chercher quoi là-bas? Il dit ok, je t'ai seulement dit. Je dis il n'y a pas de problème. En tout cas. Donc maintenant, une nuit, on est en train de dormir. Quand on dort peut-être vers les 3 heures du matin comme ça là. La porte est entre-ouverte, la porte de la chambre dans laquelle on dort. Donc après, il y a une ombre devant la porte. Une ombre géante devant la porte. Mais l'ombre là n'arrive pas à rentrer. Mais attention, je ne dors pas. 3 heures du matin, je ne dors pas. Je suis là, je regarde le truc. Mais le truc ne peut pas rentrer. Le truc ne rentre pas. Moi, j'attends que le truc rentre. Moi, je m'attendais que... Bon, ça c'est sûrement sa femme là qui est arrivée. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est que sa femme, c'est Mami Wata. Donc, le truc là est là devant la porte. Le truc ne rentre pas. Le truc ne rentre pas, c'est là devant la porte. Pardon, je suis finalement dormi. Voilà le type, le matin, il me réveille.
Je me réveille, je dis oui. Mais il dit, tu l'as vu? Tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Je dis voir qui? Donc, tu n'as pas vu la femme là qui est venue la nuit là. Tu n'as pas vu ma femme. Je dis, ah, mais si elle devait rentrer donc, parce qu'elle était là devant la porte, moi je ne l'ai pas vue rentrer. Pourquoi elle n'est pas rentrée? Ah, toi tu es une sorcière, hein, tu es une sorcière. Là, c'est moi qui vais tomber malade. Parce que lui, quand il est en relation avec une femme, 1 semaine, 2 semaines de relation, la femme tombe malade. Parce que Sago Mami Ouattara n'est pas d'accord qu'il ait des relations, machin, ou c'est juste pour tirer de l'énergie sur les pauvres filles. Oh. Et ça va être ça là que ça travaille parce qu'il n'a pas de femme. Il n'a pas de femme. Lui-même, il te dit qu'il est mort plusieurs fois. Il est rentré jusqu'en enfer. Tu regardes le gars, ce sont les enfants des grands gens du pays. Tu regardes le gars est compliqué. Le gars est compliqué. Donc, tellement la go n'a pas réussi à m'atteindre, c'est lui-même qui est tombé malade durant 2 semaines. 1 ou 2 semaines, il ne pouvait pas se rendre à l'hôpital. Il a dit que ça devait passer seul. Il m'a traité de sorcière parce que c'est moi qui devais tomber malade et non lui. Mais comme lui-même me dit ça, hein, comme elle n'a pas pu m'atteindre moi, c'est lui-même qui va tomber malade durant la période à laquelle moi je devais tomber malade. Donc c'est lui-même qui est tombé malade. Donc jusqu'à ce que j'ai définitivement quitté le monsieur. Je suis partie, j'ai laissé le monsieur dans ces choses compliquées. Après sa maladie, le monsieur aussi n'arrivait plus à me supporter parce que ce qu'il était censé faire sur moi n'a pas réussi. Mais le monsieur, quand il croise quelqu'un dans la ville, il demande, oh, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez plus les nouvelles vous n'avez plus les nouvelles. Il dit, non, on n'a plus de ces nouvelles. Donc c'est seulement quand je rencontre la personne qu'il a rencontrée qui me dit, oh, moi on a croisé tel monsieur. Il a dit, il demande après toi, machin, tu es une bonne personne. Et tout, je dis non. Il a failli me vendre, il n'a pas réussi, oh pardon. C'est Dieu qui m'a protégée. C'est Dieu qui m'a délivrée. Voilà, c'était ça ma petite histoire. Likez, commentez, partagez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.